Le village médiéval d'Arches, qui se trouvait au nord-ouest de la place Ducale, n'a pas été rasé, mais inséré, phagocyté, digéré par Charleville, construit sous le règne de Charles de Gonzague au début du XVIIe siècle, vers 1608-1630. Ainsi, Charleville est pratiquement une ville créée ex nihilo à partir de rien, dans une plaine meusane, dans un méandre de la Meuse. C'est une ville créée pratiquement ex nihilo puisqu'on a conservé le village d'Arches. Elle est édifiée selon un plan en damier. Deux axes majeurs de circulation se croisent ici, place Ducale, sur une place centrale. En fait, on reprend le plan des camps de légionnaires romains au début de notre ère. Les îlots vont se répartir de part et d'autre de ces deux axes majeurs de circulation. Les îlots sont donc carrés, rectangulaires, alors qu'il existe d'autres villes créées ex nihilo dont le plan est dit en toile d'araignée. Les rues sont radioconcentriques, elles convergent toutes vers une place centrale. Et ce plan en toile d'araignée se retrouve par exemple pas très loin d'ici, à Rocroi. Alors il existe bon nombre de villes créées ex nihilo. Par exemple, Vitry-le-François, créé sous le règne de François Ier. Par exemple, Lorient, créé pour la Compagnie des Indes orientales, pour qu'elle puisse commercer avec les Indes orientales. Il existe Neuf-Brisach, créé par Vauban, une ville fortifiée, selon un plan en damier. Et puis des villes dont on entend davantage parler, Versailles en 1664, capitale du roi Soleil Louis XIV, ou un peu plus tard Saint-Pétersbourg sur la Neva, ville de Pierre le Grand, le réformateur de la Russie. Alors certaines villes vont péricliter, décliner, et d'autres vont se développer, suivant qu'elles se trouvent ou non sur un axe majeur de circulation, ou suivant leur rôle politique dans l'État. Charleville va prospérer, c'est une ville commerciale, un point de jonction entre la France et l'Europe du Nord, c'est aussi une capitale politique, la capitale d'un micro-État, d'un État souverain, la principauté d'Arches. Saint-Pétersbourg, c'est la capitale de la Russie, et Versailles, la capitale du Royaume de France et de Navarre. Donc ces villes vont pouvoir prospérer. Par contre, d'autres villes comme Henrichemont, Richelieu-sur-Loire, déclinent loin de tout axe de circulation important. En juin 1717, le tsar fait le tour de l'Europe. Il va visiter Paris, Reims et arrive à Charleville. Malade, il s'en va prendre les eaux à Spa et normalement il doit embarquer sur la Meuse au port carolopolitain. Il séjourne une nuit à Charleville. On en profite pour lui faire visiter la manufacture d'armes qui se trouvait dans la rue de Flandre. Aujourd'hui, elle a complètement disparu. On l'invite à visiter la manufacture de dentelles. Il repousse l'invitation en disant que c'est l'affaire de la tsarine, absente lors du voyage. Et il rencontre les ouvriers, les maçons, artisans de Charleville. Il apprécie l'architecture de la place Ducale. Et il se montre fort intéressé puisqu'il est en train de faire édifier sa capitale, ex nihilo, sur les rives de la Neva, en bordure de la mer Baltique. Et probablement qu'il a repris des principes architecturaux ou d'urbanisme pour édifier sa capitale en Russie. En tout cas, il a dû emprunter le pilotage, le système de pilotage des fondations des maisons. Charleville, construite dans une plaine meusane, les terres se trouvaient inondées couramment, étaient instables. Donc on a planté, avant de construire Charleville, des milliers de troncs de châtaigniers et de chênes. Et ce système de pilotage a probablement été repris pour la construction de Saint-Pétersbourg sur la Neva.
Le 6 mai 1603, Charles de Gonzague, le jour anniversaire de sa naissance, décide la construction de sa capitale en la principauté d'Arches. À partir de ce moment-là, il va réfléchir sur le choix d'un architecte urbaniste. Est-ce qu'il va prendre Salomon de Brosse, l'architecte des princes de Sedan? Celui-ci est huguenot. Pour Charles de Gonzague, grand chrétien, ça semble un choix douteux. Et puis, il a entendu parler de la construction, il a vu, il a apprécié la construction de la place royale, aujourd'hui place des Vosges, que l'on doit à Louis Métezeau. Il ne peut pas faire venir Louis Métezeau, qui est l'architecte d'Henri IV et de Marie de Médicis. Il va inviter le frère cadet de Louis Métezeau, Clément Métezeau. Les deux hommes vont s'entendre parfaitement puisqu'ils ont le même âge. Le prince d'Arches, Charles de Gonzague, est né en 1581 et Clément Métezeau est né en 1580. Donc tous les deux vont créer une ville à 25 ans, ce qui est vraiment le rêve. Et Clément Métezeau opte pour le plan en damier, un urbanisme qui repose sur les principes de la symétrie et de la perspective, c'est-à-dire que la porte de France fait écho au Moulin Ducal, que la porte de Flandre fait écho à la porte du Luxembourg, et d'un bout à l'autre, on aperçoit les monuments. Au centre de cette ville, une simple fontaine ducale qui ne masque pas du tout la perspective. Aussi, principe de la symétrie, tous les pavillons se ressemblent. C'est une architecture à programme. Il n'est pas question pour les propriétaires d'adopter une architecture originale. Il faut suivre les plans types conçus par Clément Métezeau et appliqués par les entrepreneurs Louis Riquette et Claude Briot. Alors le principe de symétrie se constate dans la répartition des places secondaires au niveau des 4 quartiers. Nous avons de ce côté-ci le quartier Notre-Dame, par là le quartier Saint-François, de l'autre côté le quartier du Saint-Sépulcre et par ici le quartier Saint-Ignace. Dans chaque quartier se trouvent des places secondaires. La place Saint-Ignace, la place du Saint-Sépulcre, la place Saint-François et la place Notre-Dame. Dans chaque quartier, des congrégations religieuses. Place Saint-Ignace, les jésuites, place du Saint-Sépulcre, les sépulcrines, place Saint-François, les capucins et les carmélites, et place Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. Charles de Gonzague, grand chrétien, homme qui a combattu les musulmans, les ottomans en Europe orientale, a toujours eu des rêves de croisade. Il a même été blessé très grièvement lors du siège de Bude contre les Ottomans. Et il crée Charleville comme une cité monacale, en plein terroir calviniste, en plein terroir huguenot, en plein terroir protestant. À deux pas d'ici, nous avons la principauté de Sedan, à l'est, qui est une principauté dont la religion d'État est le calvinisme. À l'ouest, nous trouvons la baronnie de Montcordet, et la principauté du Porcien qui dépendent des comtes de Croix, calvinistes eux aussi. Donc la principauté d'Arches est une terre très catholique, appartenant à la religion catholique, apostolique et romaine, prise en tenaille par les terres calvinistes. D'où le nombre considérable de congrégations religieuses régulières, masculines ou féminines, de la religion catholique. L'enseignement des enfants se fait dans 2 quartiers. Les garçons sont éduqués par les jésuites dans le quartier Saint-Ignace et les filles de l'autre côté, dans le quartier du Saint-Sépulcre. Voilà, nous sommes en haut du beffroi de la mairie de Charleville. Là, Charles de Gonzague avait projeté la construction de son palais ducal, que l'on aurait dû appeler palais princier, puisqu'il était prince souverain d'Arches et duc de Mézières.
Seulement, il manqua de subsides très tôt. Ce palais ducal, commencé en 1625, sera tout de suite interrompu. La construction reprend en 1725, mais là ne sera pas aménagé un palais ducal puisque la principauté d'Arches a été rattachée à la France, mais pour aménager la mairie de Charleville. En 1843, la mairie de Charleville sera agrandie, on va même raser un pavillon de la place Ducale et le beffroi ne sera élevé qu'à ce moment-là, en 1843, au milieu du 19e siècle. Pour la sonnerie, le chant du départ de Méhul, elle ne sera installée qu'en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Alors Charles de Gonzague donc manqua d'argent pour terminer son palais ducal. Il ne l'a pas connu. Pendant 100 ans, de 1625 à 1725, le palais ducal présente un décor de cinéma, des façades terminées sur la place Ducale, mais derrière, aucun appartement, aucun étage n'est aménagé. D'ailleurs, des habitants, des manants vont camper derrière ce décor de cinéma, aménager toutes sortes de baraquements, de tentes, de préfabriqués. Et ce n'est qu'en 1725 que la construction de l'édifice se termine. Charles de Gonzague manqua de subsides pour terminer son palais ducal, mais il manqua aussi d'argent pour achever la forteresse du Mont-Olympe, pour terminer la cathédrale Notre-Dame, pour terminer la fontaine ducale qui resta un édifice assez modeste, et bon nombre de constructions de Charleville furent montées, élevées à l'économie. Et très tôt, à partir de 1630, les habitants, les carolopolitains se plaignent de malfaçons, d'erreurs, d'imperfections. Des pavillons de la place Ducale se lézardent et menacent ruine, il faut les réélever. Selon les plans, selon les dessins, les projets, le palais ducal devait être majestueux, élevé dans une architecture remarquable, révélant la magnificence du prince local Charles de Gonzague. Il devait être constitué de 4 pavillons colossaux, aux 4 angles, et ces 4 pavillons enserraient une cour d'honneur. Sur ma droite devait se tenir, à l'emplacement du théâtre municipal de 1835, les jardins d'honneur, les jardins princiers ou ducaux. Et ces jardins se poursuivaient jusqu'à la rue Irénée-Carré. C'est-à-dire que le palais ducal prenait tout un côté de la place Ducale. Il n'y avait pas d'accès aux manants vers la rue de Flandre. En fait, il y avait une rupture entre la rue de Flandre et la place Ducale. Aujourd'hui, bon, la rue de Mantoue est ouverte à tout le monde, mais autrefois, à la place de la rue de Mantoue se trouvait la cour d'honneur du palais ducal. Les 4 pavillons colossaux de la place Ducale étaient servis par des tourelles d'escalier en colimaçon ronde, ce qui est un trait d'architecture archaïque, puisque au XVIIe siècle, généralement, les cages d'escalier se trouvent intramuros, on les place intramuros. Mais tout de même, à Charleville, et on le constate dans la rue du Moulin, ou pour le palais ducal, les cages d'escalier sont en colimaçon, coincées dans des tours rondes, extramuros, à l'extérieur des murs des logis. La construction de Charleville débute par les rues Saint-Charles et Sainte-Catherine entre 1608 et 1610. Ce n'est qu'ensuite que l'on attaque la place Ducale, que l'on édifie la place Ducale à partir de 1610, donc au tout début du règne de Louis XIII. C'est une architecture louis XIIIenne de style brique et pierre où l'on associe 3 couleurs: le bleu des ardoises, le rouge de la brique et l'ocre jaune de la pierre de taille. 3 couleurs qui étaient rehaussées de peinture. En fait, aucun matériau n'était apparent. La pierre ocre était rehaussée de jaune vif, la brique rouge
étaient peintes de rouge. Les joints entre les briques étaient peints en blanc. Il n'y a que les ardoises qui n'étaient pas peintes en fait. Donc nous voici ici sous les arcades de la place Ducale. Clément Metteseau comme Charles de Gonzague voulurent ces arcades puisque Charleville est une place commerciale de première importance dans la région. Et il faut protéger les étals des commerçants, d'où ces arcades. Charleville est conçu comme un point de jonction entre la France, le royaume de France et de Navarre, et les États du Nord, la principauté évêchée de Liège, la Hollande, les pays scandinaves, les villes de la Ligue hanséatique. Les Français, comme les Européens du Nord, viennent se rencontrer à Charleville, sur la place Ducale. Et la place Ducale est conçue comme une place de marché et de foire, d'où l'importance de la fontaine, afin de nettoyer chaque soir le pavé corrompu, sali par les excréments de chevaux. Il y avait 6000 chevaux à Charleville, servant pour les centaines de charriers, de voituriers. Il fallait donc chaque soir balayer, laver, purger le pavé des salissures, ramonures, ce sont des termes que l'on trouve dans les archives municipales, produites par les commerçants. Il ne suffit pas de construire une ville, il faut aussi la peupler. Charles de Gonzague va attirer en sa capitale bon nombre d'artisans de luxe, des joailliers, des horlogers, des tapissiers. Et dans cette cour, il va loger, à l'angle de la place Ducale, des dinandiers, fabricants de pots, de vaisselle en cuivre et en laiton. Dans d'autres pavillons de la place Ducale vont être logés des imprimeurs, des verriers, en fait des artisans de luxe, produisant des biens à forte valeur ajoutée, pour reprendre une expression actuelle. Autre cour modeste, près de la place Ducale, qui est toutefois ornée d'un portail à l'architecture remarquable. Un portail agrémenté de 2 pilastres au style toscan ou dorique, dont les jambages sont à refend. Donc le refend, c'est lorsqu'on insiste sur les jointures, lorsqu'on crée même des jointures entre les différents éléments du jambage, des jambages de la porte. Et ces pilastres soutiennent un fronton courbe. Chaque cour était dotée d'un puits ou d'une fontaine particulière, comme ici. Seulement la pompe date du 19e siècle, hein, c'est une pompe en fonte. Il n'y en avait pas de semblable sous l'Ancien Régime. Pour construire Charleville, on avait installé des briqueteries, des fours à briques, tout autour du site, du chantier. Nous nous trouvons rue du Moulin, anciennement rue Sainte-Catherine, et il subsiste de superbes portes, et notamment celle-ci, toute de bois, renforcée d'une clouterie d'époque du XVIIe siècle, et ornée d'une serrurerie remarquable. On constate ici le talent de nos serruriers, de nos ferronniers du XVIIe siècle, carolopolitains. Remarquez ce marteau de porte ou heurtoir et ces serrures finement ciselées. Les 56 pavillons de la rue du Moulin ou de la rue Sainte-Catherine ont été construits selon un plan type. Même façade et même plan intérieur. Remarquez que les couloirs se font écho. Aussi, à la chaîne, on a produit des barreaux
aux portes des couloirs, selon le même plan, selon le même procédé. C'est une sorte de standardisation avant la grande standardisation américaine. Les 56 pavillons de la rue du Moulin ont été édifiés par des villes du gouvernement de Champagne, puisque Charles de Gonzague était gouverneur de Champagne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il manquait de subsides. Il a donc fallu trouver un financement pour continuer la construction de sa capitale. Ainsi, les 28 pavillons furent financés par 28 villes de la province de Champagne. Nous nous trouvons en face du pavillon de la ville de Sainte-Menou, mais d'autres villes portaient les noms de cités champenoises ou ardennaises, comme Vouziers, Donchery, Aumont, Rethel, Ailly, Épernay, Reims, Châlons, j'en passe. Seulement, ces pavillons durent être reconstruits au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une ville qui a été trop rapidement construite et en fait la durée de vie des maisons en a pâti. Au bout d'une cinquantaine d'années, il a fallu refaire des façades, réaménager des immeubles. Ainsi, le pavillon de Sainte-Menou a été réparé complètement en 1830, c'est-à-dire 200 ans après sa construction. Seulement, le propriétaire du pavillon de Sainte-Menou a tenu à conserver la plaque et le millésime de la maison, tout en indiquant la date de réparation de ce pavillon, 1830. Alors, pour peupler sa ville, Charles de Gonzague a beau inviter des intellectuels, des écrivains, des littérateurs, des artistes de talent, des artisans de luxe. Il va même les chercher dans des principautés protestantes, comme à Sedan. Il va chercher par exemple à Sedan Hubert Raoult, l'imprimeur. Mais cela ne suffit pas pour peupler Charleville. Alors d'une part, il accorde des exemptions fiscales, des dons de terrain constructibles, et d'autre part, il accorde en 1620 le droit d'asile pour les personnes recherchées dans le royaume de France et de Navarre. Et rendez-vous compte qu'il y a 579 requêtes de personnes recherchées en France sollicitant de la part de Charles de Gonzague le droit d'asile, dont 298 émanent de criminels de sang. Alors, principalement, les personnes qui sollicitent le droit d'asile, ce sont des gens qui ont fait faillite. Mais le deuxième groupe, ce sont des assassins. Alors, ce qui fit dire à un auteur du XVIIe siècle que Charleville était devenu l'égout des villes de France et de Navarre. J'ai apporté ici l'affiche accordant le droit d'asile aux personnes recherchées en France. Il est très clair, très explicite, je cite Charles de Gonzague, « Donc les personnes ayant reçu le droit d'asile ne pourront être recherchées ni molestées pour dettes, obligations et crimes qu'ils pourraient avoir fait hors de notre souveraineté, auparavant leur dite réception, excepté toutefois les crimes de lèse-majesté divine et humaine. » C'est-à-dire que les personnes recherchées pour crimes de lèse-majesté, pour insultes à l'égard du roi de France, ne seront pas protégées en principauté d'Arche. Donc les criminels de sang peuvent être accueillis, protégés. Par contre, ceux qui ont insulté le roi de France ne pourront pas l'être. Chaque pavillon était doté de 2 boutiques. Ici, on en devine une qui a été transformée en appartement. On distingue l'arc surbaissé de la boutique qui a été comblé au XIXe siècle par 2 baies. La même boutique, dotée du même arc surbaissé, se trouvait à droite. Ce n'est qu'à partir de 1840 que les commerçants installèrent des devantures de boutiques avec des coffrages de bois et la pratique commerciale changea carrément.
Au XVIIe, XVIIIe siècle, le commerçant installe son étal sur le pavé. Il n'est pas question aux clients d'entrer à l'intérieur de la boutique. À partir de 1840-1850, la pratique commerciale change complètement et les clients peuvent découvrir et acheter les produits à l'intérieur du commerce. À partir de 1850, les boutiques se parent de grandes baies vitrées que l'on appelle en langage local la montre. Je vais voir la montre, c'est-à-dire je vais faire du lèche-vitrine si vous voulez. Charleville, cité créée ex nihilo, contrairement à Henrichemont ou Richelieu-sur-Loire, va se développer, va prospérer d'une manière incroyable. Ainsi, la population, au début du siècle des Lumières, en 1700, est de l'ordre de 4200 âmes. Elle va passer à la Révolution française à plus de 8300 âmes. Donc il y a un doublement de la population. Pour accueillir ces nouveaux résidents, l'on va surélever bon nombre de pavillons, comme ici, ou alors transformer des toitures à 4 pentes en toitures à la mansarde, afin d'aménager des chambres mansardées. Bon nombre d'ouvriers du textile, de la brosserie, de la clouterie, ou alors des manufactures d'armes ou du tabac, seront logés dans les caves. Charles de Gonzague fait édifier ce moulin car il est toujours à la recherche d'argent pour terminer sa ville et c'est un moyen de percevoir des impôts sur les grains en fait. Ce grand moulin ducal remplace les petits moulins se trouvant sur le ruisseau d'Étion qui dépendaient du village médiéval d'Arches. Des moulins qui voisinaient notre actuelle place du Moulinet ou place des Droits de l'Homme. Ce moulin ducal avait une capacité de 75 sacs par jour, ce qui est la capacité des moulins de Mézières, où aujourd'hui se trouvent les turbines Clément à Mézières. Nous nous trouvons ici à la Maison Blanche, pas la Maison Blanche de Washington qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, mais la Maison Blanche de Charleville, autrefois Hôtel des Monnaies. C'est probablement la première maison à avoir été édifiée à Charleville vers 1606-1608. Donc c'est la première maison de Charleville. Elle est d'architecture brique et pierre, un beau portail pour personnel, orné dans sa boiserie d'une coquille Saint-Jacques de style baroque, de style Louis XV. La Maison Blanche a enserré en ses murs l'Hôtel des Monnaies. Charles de Gonzague, prince souverain, a le droit régalien de frapper monnaie. Il fait donc venir deux graveurs, les Briot père et fils, et Claude et Nicolas Briot ont produit les plus belles monnaies européennes, ciselées de manière très fine. Par la suite, l'Hôtel des Monnaies sera fermé du fait du rattachement de la principauté à la France et il sera remplacé par la manufacture de tabac. L'Hôtel des Monnaies partait de la rue du Moulin et se poursuivait jusqu'au milieu de l'îlot. Donc c'était un bel hôtel assez ample, assez volumineux, assez important, donnant sur le quai Charcot. Nous accédons ici au bas de la rue Hippolytaine, un grand intellectuel vousinois, mais cette rue s'appelait autrefois la rue des tanneurs, puisque la majorité des tanneurs macériens, les 50 tanneurs du faubourg de Pierre à Mézières, passèrent à Charleville à partir de 1615, lors de la construction de Charleville. Mais cette rue s'est aussi appelée la rue des Juifs,
puisque sous Charles II, le petit-fils de Charles Ier de Gonzague, viennent ici résider des Israélites originaires de Hollande, des banquiers ayant contact avec la place financière d'Amsterdam. Charles II, comme son grand-père Charles Ier de Gonzague, a besoin d'argent pour terminer la ville, et c'est ainsi qu'il fait venir ici des Israélites banquiers. Ici, dans la rue des Juifs ou la rue des Tanneurs ou la rue Hippolytaine, la dernière boutique du XVIIe siècle de tout Charleville, ornée de son arc surbaissé, de ses haies, et le commerçant du XVIIe siècle posait son étal sur le pavé, les clients restant dehors. C'est un petit édifice modeste, mais qui a conservé son architecture d'Ancien Régime. Tanneur, corroyeur, qui a un accès sur la rue Hippolytaine et aussi un accès sur la place de l'Agriculture. Et dans les caves de ces édifices, de ces tanneries, subsistent des caques maçonnées, de grands bacs, où l'on trempait les cuirs afin de les dégraisser. On les trempait dans des urines animales, de cheval, ou alors des urines humaines, récoltées chaque matin à l'aube par des garçons de 8-12 ans, que l'on appelait des puchatiers, puisqu'ils récoltaient la puchate, en patois, l'urine. Ils passaient dans chaque rue afin de récolter ces urines auprès des résidents désireux de vendre leurs urines. Les pots de chambre étaient déversés dans de grandes barriques, dans de grands tonneaux, et ces tonneaux partaient soit vers les manufactures textiles afin de dégraisser les laines, ou alors vers les tanneries de la rue des Tanneurs afin d'assouplir, de dégraisser les cuirs. À côté de cette ancienne tannerie se trouvait la synagogue, aménagée vers 1639, une des premières synagogues du département. La toute première avait été aménagée à Mouzon au XIIIe siècle, et c'est peut-être la deuxième du département. Curieusement, lors de l'attaque allemande de mai 1940, des bombes tombèrent sur Charleville. Un quartier fut complètement rasé, le quartier de la place de Nevers, en fait probablement incendié par les Allemands. Curieusement, disais-je, une bombe est tombée dans ce quartier, dans le quartier du Saint-Sépulcre, et elle a atteint l'ancienne synagogue de 1639, pourtant fermée depuis des siècles. C'est un hasard, mais tout de même, c'est assez bizarre, puisque les Allemands nazis persécutaient au même moment les Juifs d'Europe. Dans cette synagogue de 1639 se trouvait le blason, les armes de la communauté israélite, et ce blason fut perdu probablement lors de ce bombardement. Alors on reproche souvent aux chercheurs en histoire de rester embusqués dans sa tour d'ivoire. J'ai écrit beaucoup sur l'histoire de l'hygiène, sur l'histoire des égouts, des latrines. Encore dans le dernier journal municipal de Charleville-Mézières, notre ville, j'ai évoqué la construction, l'aménagement d'un réseau d'assainissement dès 1630. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes descendus dans les vieux égouts de Charleville, en dessous de la place Ducale, pratiquement en dessous de la statue de Charles de Gonzague. Ce sont sans doute les premiers égouts à avoir été aménagés en Ardennes. Il y en a eu à Sedan, mais à Sedan, cela était des douves transformées en égouts, c'est-à-dire des fossés de fortification transformés en canaux souterrains, alors qu'ici, Charles de Gonzague, prince souverain d'Arche, décida l'aménagement d'égouts pour l'hygiène, pour l'assainissement de la ville. Dès 1630, c'est donc bien avant les égouts parisiens aménagés au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment des travaux haussmanniens, c'est-à-dire des travaux dirigés par le baron Haussmann, préfet de la Seine. Alors, ces égouts sont en fait
assez large, assez haut, on peut s'y promener. Ils font le tour de la place Ducale, ils traversent la place Ducale et descendent vers la rue du Moulin. Voilà, nous nous trouvons ici dans un égout en dessous de la rue du Daga. C'est sans doute un des égouts les plus larges et les plus hauts, puisque de largeur, nous avons environ 1,50 m et de hauteur 1,80 m. Contrairement à l'égout où nous nous trouvions tout à l'heure, il n'y a pas de dallage, nous sommes directement sur le schiste bleu. Les parois sont en moellon calcaire, mal équarri, mal taillé, tout à fait simple. Et c'est probablement un des plus vieux égouts de Charleville, peut-être même plus vieux que l'égout de la place Ducale où nous étions tout à l'heure. Ici, nous sommes à proximité de la place de l'Agriculture, anciennement place du Saint-Sépulcre. Cette cour est l'ancienne cour du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Il se pratiquait dans la bonne bourgeoisie, dans l'aristocratie française. On avait aménagé des salles sportives pour le jeu de paume, en fait les premières salles de sport. Et il y avait à Charleville 2 jeux de paume, un près de la place de l'Agriculture, comme je vous l'ai dit, et un autre près de notre actuelle rue du Petit Bois. Charles de Gonzague donc attire à Charleville, à partir de 1608, une population très cosmopolite. Il y a d'abord des Macériens qui viennent résider dans les rues Sainte-Catherine et Saint-Charles. Il y a des artisans de l'Europe entière qui viennent peupler le village d'Arches le temps que Charleville se construit. Il y a ces artisans de luxe, ces joailliers, ces horlogers, ces tapissiers, ces verriers. Et puis il y a tous ces exilés qui ont quitté la France parce qu'ils étaient recherchés pour crimes, pour banqueroute. Donc ce sont des gens très différents. Charleville est une ville neuve, mais c'est aussi un esprit neuf. Il veut créer une mentalité nouvelle qui sera inculquée par des moines, par des sœurs, par un clergé régulier. Dans les 4 quartiers de Charleville seront accueillis des congrégations. Ici, les sœurs du Saint-Sépulcre. Dans le quartier Saint-Ignace, les jésuites, et puis ailleurs, les carmélites, les capucins, et j'en passe. Les sœurs du Saint-Sépulcre constituent un très vieil ordre du XIe siècle, fondé du temps des croisades, reconnu par Godefroy de Bouillon. Et ces sœurs du Saint-Sépulcre viennent à Charleville au XVIIe siècle à la demande de Charles de Gonzague. Charles de Gonzague a demandé au prince évêque de Liège l'autorisation d'implanter à Charleville la maison du Saint-Sépulcre, une filiale du Saint-Sépulcre. Et les sœurs viennent de Visé, de la principauté de Liège. Ces sœurs du Saint-Sépulcre ont pour symbole la croix ancée de Lorraine-Vendémont, c'est-à-dire la croix de Lorraine, qui subsiste sur les façades de notre actuel hospice sous forme de tirants ou d'encre en fer forgé. Voilà, nous nous trouvons ici sur les berges Mosanne. Ici apparaît le rempart de Charles de Gonzague, élevé vers 1625. La ville de Charleville était enserrée par 10 bastions et protégée par 4 portes fortifiées. Ici se trouvait la porte du Mont-Olympe qui permettait l'accès au pont du Mont-Olympe, qui lui-même permettait l'accès à la citadelle du Mont-Olympe, tout en haut de la montagne du Châtelet, rebaptisée Mont-Olympe. Cette porte du Mont-Olympe s'ouvrait sur la place du Saint-Sépulcre, aujourd'hui place de l'Agriculture. Le pont du Mont-Olympe, aménagé en 1625, menaça très tôt ruine, puisque l'on avait installé une canalisation d'eau faite de tuyaux de bois, que l'on nomme des buses, et ces buses fuyaient, ce qui a corrompu très tôt les piles du pont.
Et en 1688, on a rasé le pont du Mont-Olympe. Lorsque la principauté d'Arches est intégrée à la mouvance française, vers 1686-1688, le roi Soleil, Louis XIV, fait raser les fortifications de Charleville et il fait raser aussi la citadelle du Mont-Olympe. Les 10 bastions de Charleville sont remplacés par un rempart tout simple, sans bastion. Par contre, les portes de la ville vont perdurer jusqu'au début du 19e siècle, jusqu'en 1838. À ce moment-là, on remplaça les portes de Charleville par des grilles en fer forgé d'octroi.